Retour en studio ce matin pour décrypter quelques actualités à la une des quotidiens. Et pour cet exercice, ils sont 3 confrères avec moi ce matin. Vigile Avancé, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Deuxième débatteur dans cette émission, Marcel Zoumeno. Marcel, bonjour. Bonjour Samuel. Troisième débatteur, Paul-Marie Wessou. Oui, bonjour Samuel, bonjour Marcel et bonjour Vigile. Audit du fichier électoral, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Patriote. UP Le Renouveau dit non à l'opposition politique. Vigile Avancé, vous avez suivi cette actualité. Le titre vous fait sourire en studio. Pourquoi? Bon, le titre me fait sourire, comme vous dites, parce que, disons, à 90%, c'était prévisible. C'était prévisible parce que, si vous avez suivi les partis de la mouvance jusque-là, eh bien, puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est eux qui, disons, construisent et entretiennent le rapport de force à travers le vote des lois. Et pour aller droit au but, vous aurez compris que, eh bien, le code électoral en question, c'est eux qui l'ont taillé à l'Assemblée nationale, se sont taillés, je n'exagère pas du tout en le disant, une certaine avance dans la compétition électorale à travers le code électoral. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, ils s'arc-boutent sur, disons, des principes de, bon, la loi, c'est la loi a dit. Voilà. En plus de cela, en dehors de cela, si vous voulez, il y a que, en général, les partis de la mouvance, et c'est, disons, presque normal, naturel, s'alignent sur la position du patron de la mouvance, c'est-à-dire le chef de l'État. Et donc, d'ailleurs, Orden Aladatin l'aura dit, le chef de l'État s'est dit disposé, n'est-ce pas, à parler du fichier électoral. Et là, je parle du fichier électoral, pas du code électoral. Et donc, eux aussi se disent disposés. Autrement dit, comme on dirait en blaguant à Porte-Nouveau dans le vieux temps, à doigt. Donc, si le chef a dit, nous-mêmes on a dit. Donc, 2 raisons pour lesquelles moi je suis pas étonné, ça me fait plutôt sourire, vous comprenez pourquoi il devait sourire. Marcel Zoumeno, alors que Patrice Talon a donné son accord, les partis ou le principal parti qui le soutient, Union Progressiste, Le Renouveau, dit non. C'est surprenant, non? Oui, c'est surprenant cette attitude du parti. Mais comme l'a dit Vigile, on pouvait s'y attendre. Personne, surtout en politique. Comment vous voulez que les progressistes, si on peut les appeler ainsi, puissent contribuer à corriger un fichier électoral qui a fait d'eux le premier parti du Bénin lors des dernières élections. Et donc, si peut-être j'étais à leur place, surtout dans un contexte politique où les gens ne réfléchissent pas de façon souvent rationnelle, mais souvent de façon émotionnelle et peut-être pas intérêt. Et c'est de leur droit de dire non, nous ne pouvons pas contribuer à cette coalition. Mais déjà, ce qui me surprend, et c'est là peut-être moi j'ai été surpris, j'ai noté une sorte d'hypocrisie. J'ai vu les images d'un accueil chaleureux. L'Union progressiste a accueilli très chaleureusement la délégation. J'ai vu le président Diogouino lui-même, une bonne table avec des étiquettes, une discussion qui allait franche et sincère. Et puis, j'ai vu même les entretiens à la sortie de cette séance de travail. Puis après, le communiqué qui vient comme pour humilier les démocrates. Parce que quand j'ai lu le communiqué, il tient en 2 grandes idées. La première idée, c'est de dire que ce qu'on demande n'existe pas. Le fichier électoral tel que demandé par le parti les démocrates n'existe pas. Deuxième chose, que le parti Union Progressive ne peut pas s'associer à quelque chose qui est contraire à ce qu'elle a toujours défendu. Et moi, je reviens sur un débat de fond, parce que si vous vous rappelez très bien dans notre pays, tout ce qui concerne le fichier électoral était fabriqué par une structure technique, mais chapeauté par une structure politique
qu'on appelait soit COS-LEPI ou CPS-LEPI par le temps. Et tout cela est venu, si on veut faire un peu de l'histoire, parce que pendant longtemps, il y a eu tout un tiraillement politique sur le fichier électoral, qui est un outil politique. Je ne peux pas être parti politique et on va m'évaluer sur un outil que mon adversaire maîtrise dans lequel je n'ai pas mon compte. Et donc, pour moi, ce que les démocrates demandent n'est que légitime. Là où le problème se pose, moi, à mon niveau, c'est la forme que la revendication prend. Est-ce que aujourd'hui, en l'étape actuelle des choses, ils doivent être dans une démarche d'associer les autres partis? Le chef de l'État leur a dit oui, je suis prêt à ce que vous auditez le fichier électoral. Pour moi, c'est qu'ils doivent faire les thèmes de référence, chercher un expert qui vient auditer le fichier électoral, que de se balader de parti en parti. C'est peut-être là que moi je vois que ils ont peut-être une bonne intention, mais sur la démarche, peut-être il y a encore des choses à dire. Paul-Marie Wessou, vous partagez le même avis que Marcel. On aurait dû aller directement au concret que de chercher à rallier tous les autres partis à sa cause. Non, moi je ne comprends pas cela, je comprends pas du tout cela et je crois que Marcel a totalement raison de se poser la question de savoir. Rappelez-vous ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit que l'opposition, en l'occurrence le parti les démocrates, va aller chercher chez le président Talon le bâton qui va frapper le président Talon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On leur a déjà donné une petite ouverture, c'est-à-dire que j'ai pas comme l'impression que les démocrates comprennent le contexte dans lequel on est, et ça dure depuis 8 ans, vous voyez à peu près, depuis 8 ans, ils ne comprennent pas du tout le contexte dans lequel on est. Le contexte dans lequel on est ne permet pas de faire comme avant, où tout le monde, on fait comme si c'est à la fête, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il faut être stratégique dans chaque pas qu'on pose. Parce que moi, je ne vois pas en quoi on va aller chercher le parti UP, le renouveau, pour venir s'associer à soi, pour faire l'audit je ne sais pas si c'est fichier électoral qu'il faut l'appeler maintenant suite à ce qu'ils nous ont sorti là. Je ne sais pas pourquoi ils vont aller chercher donc UP le renouveau, qui est la machine qui a été utilisée pour construire le système qui est en place. Vous allez maintenant les chercher ceux-là et leur dire venez, on va scruter le système que vous-même vous avez mis en place. Moi, je comprends pas la logique, quoi. Je comprends pas cette logique. Et moi, c'est des pertes de temps, des pertes d'énergie. Il faut se concentrer sur sa stratégie, aller droit au but et faire de sorte qu'on ait des résultats. Vous voyez déjà de l'autre côté, les autres aussi crient comme quoi on ne les a pas associés. Donc on va dire oui, il faut aller les associer. C'est des pertes de temps. Il faut se concentrer. Il faut avoir d'abord. Je crois que mais c'est dommage pour ce que nous avons comme opposition. C'est-à-dire qu'en ce moment, il doit y avoir une cellule de haute réflexion qui pense chaque pas qu'on doit poser et comment on doit le poser, pourquoi on doit le poser et dans quel sens on va. Il n'y a pas de copinage, il n'y a plus de copinage en politique. Mais il a recommandé le consensus autour de tout, non, Paul-Marie Wessou? Qui a recommandé le consensus? Mais c'est ce qu'on demande en démocratie. Bon, je ne pense pas qu'il y ait consensus. Nous sommes dans un contexte politique depuis 2016 où c'est ouvertement déclaré que nous sommes dans une situation de rapport de force et qu'il faut oublier les consensus qui ont permis d'avoir la conférence nationale, qui ont permis d'avoir la démocratie que nous avons eue depuis. Ça c'est un discours qui est déjà dit depuis longtemps, et tous les pas que le président Talon pose, tous les pas que ces partis-là, UPR, Bloc républicain posent, tous ces pas indiquent qu'ils ne sont pas du tout dans cette perception des choses. Et il faut maintenant réaliser cela et se mettre, je crois, au travail pour aller à la conquête du pouvoir, plutôt que de s'adonner à des jeux et après maintenant venir se plaindre comme quoi l'UPA a fait ceci, l'UPA a fait ceci. Ça ne servira à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Moi, je pense sincèrement qu'il est grand temps que le parti, les démocrates, se réveillent. Qu'il se réveille. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je le répète encore, et là c'est la preuve
palpable. Vous pouvez pas aller voir un parti qui a construit un système et lui demander de venir, on va scruter, on va se mettre ensemble pour aller scruter le système que vous avez mis en place. C'est pas possible. Je ne sais même pas, ça sort du bon sens, quoi. Et il faut que les démocrates se réveillent. Parce qu'on ne va pas vers les élections. Et je vous l'ai dit, d'abord, le temps joue contre eux, déjà à partir de maintenant, et surtout quand nous allons entrer en 2025, le temps joue contre eux, et se donner à des exercices comme ça où on veut consulter tout le monde. Tout le monde ne permettra pas de réussir. Quand vous allez à la guerre, c'est d'abord la stratégie, c'est d'abord la pensée, c'est d'abord les moyens pour aller à la guerre, ce n'est pas tout le monde. Vigile Avancé, pensez-vous que les partis de l'opposition qui se sont réunis dans le cadre de concertation ont tout faux de vouloir associer les autres acteurs? Je ne suis pas de cet avis. Puisque quand vous prenez, disons, l'échiquier politique béninois aujourd'hui, le rapport de force est en faveur des partis de la mouvance. C'est eux qui peuvent décider. Donc, quand bien même les démocrates auraient élaboré, je ne sais pas, la meilleure des propositions de correction ou ceci et cela, c'est eux, puisque ça va passer par l'Assemblée. Quand je dis eux, leur vis-à-vis, ça va passer par l'Assemblée. Donc, ne serait-ce que pour le principe, c'est pas une grande perte de temps. Je crois qu'ils le font d'abord pour le principe. Parce que, ils s'en doutaient également que, eh bien, ce oui-là allait leur être opposé, et ce non-là, allait leur être opposé. Figurez-vous, que ça va être la même musique avec le bloc républicain, qui vont sans doute aller rencontrer également. Donc, ils ne s'attendaient pas à autre chose. Seulement, vous devez pouvoir, puisque là, ce qu'ils font, c'est, on va dire, pour le résultat. Ce qu'ils font, sans doute, ça va mener à des difficultés. Quand je dis difficultés, sans doute, ça va mener à des tensions telles que, eh bien, un observateur, même extérieur, va pouvoir dire, mais que se passe-t-il? Quelle démarche vous avez menée? Et je crois que c'est comme on dit, la raison qu'ils sont en train de chercher à travers et cela. La raison est peut-être la bonne foi par ailleurs de ces acteurs de la mouvance-là. Est-ce qu'il faut, en politique, il faut compter sur la bonne foi de son adversaire politique? Je vous dis que dans tous les cas, le sujet dont il est question pourrait déboucher sur une tension. Donc, vous ne pouvez pas exclure là la bonne foi. Si on leur oppose demain que vous n'avez pas la majorité et vous voulez tout imposer aux autres, etc. Vous ne voyez pas que c'est quand même colossal? Donc, sans doute, c'est cette prudence-là qui les amène à ça. Donc, pour moi, c'est pas mauvais. L'opposition béninoise, elle a ses défauts. Disons, ce n'est pas utile non plus actuellement de continuer à leur taper dessus. C'est pas utile. Ils souffrent de stratégie. Ailleurs, vous allez voir, les démocrates se sont réunis avec d'autres partis et forment cette coalition des partis de l'opposition. Mais d'autres auraient pu prendre d'autres rôles. Ce que Paul-Marie Ressou et Marcel Zoumenou demandent, mais d'autres auraient pu prendre ce rôle-là. Être plutôt, eux, des hand-grips, des jusqu'au-boutistes de l'opposition. Tandis que, d'autres sont peut-être un peu plus conciliants, arranger les angles. Ça également, ce sont des stratégies. Mais voilà, moi je crois qu'ils ont des pannes. Leur taper dessus pour cela, c'est un peu participer, disons, à les défoncer davantage. Donc, se mettre du côté de leur bourreau en griffe ou de bourreau du saccage, de bourreau de notre démocratie, parce qu'il faut dire les choses par leur nom. Voyez-vous, moi j'ai toujours observé, les pouvoirs au Bénin, ça a toujours été en faveur du plus fort, donc très souvent du pouvoir, mais il a un goût de, comment dire, de dictature, il a un goût de pouvoir personnel, par ailleurs, depuis 2016. C'est une dictature. Sauf que eux, ils refusent de s'assumer ainsi. C'est une dictature. Tout se résume à la personne de Patrice Talon. Vous voyez ce qu'ils ont dit là. Mais si Patrice Talon dit le contraire demain, eux également, ils disent bon, ok, on est avec les démocrates, allons-y. Et puis je dis, il y a deux choses à ne pas confondre. Il y a le fichier électoral et le code électoral. Moi, je ne m'attarde pas sur ce que disent
les acteurs de l'Union progressiste en disant parler plus de fichiers électoraux. On ne parle plus de fichiers électoraux selon l'UP Le Renouveau, on parle plutôt de listes électorales informatisées. C'est pas grand chose. Le fichier électoral, c'est la liste qui va nous amener aux élections. On nomme la même chose. Que vous nommez ça fichier, que les autres nomment ça liste, ou vous dites c'est spécifiquement la LEI. Où est le problème? Pourquoi ne pas dire ça à Patrice Talon en octobre dernier quand il le disait et concédait cela aux démocrates? Donc, c'est des cruelles veines. Moi, je crois que c'est pour perdre du temps, et les démocrates, ou du moins le cadre de concertation, en étaient sans doute conscients. Donc, c'est à eux de savoir la réponse qu'ils ont préparée face à un pareil obstacle, et ça aurait dû être prévu déjà de mon point de vue. Marcel Zoumano, est-ce que c'était pas aussi utopique de demander qu'on audite un fichier où à l'ANIP vous n'y êtes pas représenté? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est vraiment difficile de se retrouver dans la démocratie. Ce sont actuellement là. Je disais que l'ANIP qui aujourd'hui, comment dirais-je, conçoit cette liste est une structure administrative de tutelle. Et ce que les démocrates auraient se mettre sous la dent. Déjà, quand vous observez très bien, j'ai bien envie de dire que c'est une stratégie pour perdre du temps, pour les fourvoyer à la limite. Vous vous rappelez qu'il y a environ 1 an que le chef d'État a promis cela, et on a attendu près d'1 an après pour voir le ministre de la Justice les appeler, et ils ont eu une séance de travail. C'est-à-dire que cette histoire d'aller discuter avec les autres partis, je suppose que c'est né de cette rencontre avec le ministre. Bon, pour moi, ça me semble une stratégie pour les occuper sur le fichier électoral. Cette revendication du toilettage, du nettoyage du fichier électoral est née des récriminations lors des dernières élections législatives. Vous vous rappelez très bien que c'est le député qui, lors des dernières élections législatives, avait soulevé dans sa région des problèmes où des militants sont retrouvés dans des bureaux de vote éloignés à plus d'une dizaine de kilomètres. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'organisations qui sont sur le fait que des étrangers ou bien des personnes qui sont mortes sont sur le fichier, de revoir ce. Et donc, c'est une revendication légitime. Mais je crois qu'il y a une stratégie pour faire perdre du temps aux partis les démocrates, pour les envoyer dans des futilités et pour, au finish, les faire oublier la revendication principale, les amendements au code électoral qui est une bombe à retardement. C'est ce que moi je vois là. Je trouve que c'est quand même une revendication pertinente, et les moyens utilisés peuvent amener à n'avoir aucun résultat. Et la stratégie consiste à faire gagner du temps pour faire oublier l'autre revendication qui est plus importante, qui est, vous vous rappelez qu'il y a une semaine, la Cour constitutionnelle n'a plus attendu, mais a déjà commencé par former l'ordre électoral selon les dispositions communautaires et aux lois électorales. Paul-Marie Ouessou, le parti Union progressiste qui dit non, quelles sont les implications de ce non dans l'élan du parti Les démocrates de rallier tout le monde à leur cause? Il n'y a aucune implication pour moi, il n'y a pas grande implication. Je voudrais rappeler quand même à Virgile que l'exercice que nous faisons comme celui-ci, en critiquant bien sûr l'opposition, parce que sinon nous allons rentrer dans du fétichisme où quand c'est l'opposition on ne dit rien, et puis quand c'est la mouvance, là on parle et on critique. Et nous ne pouvons pas rentrer dans ce fétichisme parce que l'opposition aussi, dans ce qui s'est passé 2020, 2019, 2020, 2021, l'opposition a sa part de responsabilité. Et nous le savons très clairement que cette responsabilité est due à ce que nous disons aujourd'hui. Et il faut attirer leur attention parce que, bon, moi je ne suis pas dans les cercles de l'opposition où des décisions se prennent. Moi je ne participe pas à leurs réunions, je ne
je ne fais pas, comment on l'appelle, je ne fais pas partie d'un organe stratégique où je dois apporter mes réflexions. C'est à travers ce que je dis à la radio, c'est à travers cela, ou à la télévision, c'est à travers cela que je peux apporter quelque chose, et je l'apporte en disant clairement que là, ils font fausse route. Et il faut qu'ils se réveillent très très vite. Ils font fausse route. Ça ne sert à rien du tout d'être en train de chercher le copinage de l'UPR ou du Bloc républicain pour quoi que ce soit. Vous savez, les lois électorales, on a dit qu'il y a l'EI, ou bien l'EI, ou bien l'EI, l'EIP, ou bien l'EI, des trucs comme ça. Vous savez, c'est des fabrications qui nous mettent dans une certaine insécurité et qui donne l'avantage à quelqu'un. Et nous le savons tous. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'on doit chercher à comprendre que les lois telles qu'elles existent, les dispositifs électoraux qui existent en ce moment ont été tous conçus pour que ça avantage un camp. La réforme, l'une des récriminations les plus dures qu'il faut faire à la réforme du système partisan, c'est qu'elle a sortir notre système électoral de sa neutralité pour mettre donc le système dans une approche, on va dire, partisane, où un parti contrôle tout ce qui va se faire. Vous savez que ce que vous appelez direction technique, qui est l'ANIP, c'est sous contrôle de l'État. Et l'État a un chef, enfin, c'est sous contrôle de l'exécutif. Et l'exécutif a un chef. Et le chef a des partis. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi perdre le temps dans des choses comme ça. Une petite ouverture a été donnée. C'est d'aller auditer le fichier électoral. Je ne sais pas si l'UPR va jouer un rôle dans l'audit, ou si BR va jouer un rôle dans l'audit, ou si d'autres partis vont jouer un rôle dans l'audit. C'est des techniciens qui doivent travailler, produire des rapports pour les partis. C'est comme ça que moi je le perçois. Sinon, dites-moi si c'est, comment on appelle, les membres des partis qui iront faire le travail à la place des techniciens. Alors, si c'est les techniciens qui vont faire le travail à la place, tout ce que les démocrates doivent faire, tout ce qu'ils doivent faire, c'est juste de tenir les autres informés des démarches qu'ils font et des techniciens de la façon dont ils ont sélectionné le technicien pour que ça inspire crédibilité chez tout le monde. C'est tout ce qu'ils ont à faire, mais tout le reste là, c'est du folklore, c'est du temps perdu. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, tout le système en place. Vous savez que, je ne sais pas si on a dit on extrait et puis on le dit pour nous faire croire que extraire une liste électorale d'un système informatique, c'est tellement une évolution. Mais ça n'a aucune valeur. Vous savez, les États-Unis, je ne sais pas si le Bénin est plus avancé en matière de gestion des élections par l'informatique. Mais les États-Unis, même quand tout est en place et que vous existez comme citoyen, on connaît tout de vous, avant d'aller voter, vous devez vous inscrire encore. Vous devez aller dire, je m'inscris sur la liste électorale. Mais vous voyez, on ne veut pas aller à cette étape parce que il y a une façon de faire qui permet aux autres de garder la main sur le système. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi on veut perdre du temps, et ça dure depuis 8 ans, quoi. Ça dure depuis 8 ans, on a vu tout. Et donc, ce n'est pas maintenant que nous, on va dire quelque chose qui va montrer que nous, on soutient, je sais pas, le parti, le camp présidentiel. Moi, tout le monde me connaît, comme, le camp présidentiel me connaît, comme, ils disent, je suis un opposant, ils disent, je suis un opposant. Moi, je suis pas un opposant. Moi, je dis les choses telles que je les ressens, telles que je pense que, scientifiquement, on doit pouvoir faire les choses pour que ça aille de l'avant. Donc pour moi, il y a rien à aller chercher chez l'UPR, rien à aller chercher chez quelqu'un d'autre. On vous a donné une petite ouverture, saisissez l'ouverture, prenez les techniciens qu'il faut, mettez tout le monde au courant de ce que vous faites en sachant que les techniciens doivent avoir bénéficier d'une certaine crédibilité de la part de tout le monde et allez-y. Que cela soit fait. Parce que ça, là, ce n'est qu'une seule goutte d'eau dans
l'ensemble des choses qu'il faut faire pour que les élections soient effectivement gagnées. Sinon, vous savez, la seule possibilité pour les partis de l'opposition, les démocrates en l'occurrence, qui sont le seul parti à même d'aller aux élections présidentielles et les prochaines élections, la seule possibilité pour eux, c'est de perdre les élections. Mais ils le perdront pas, ils les perdront parce que ils n'ont pas fait ce qu'il faut faire dans le temps. Et nous, c'est notre responsabilité de leur dire ça chaque fois que nous avons l'occasion, de leur dire qu'ils sont pas sur le bon chemin pour le moment et que les démarches à faire ne sont pas ces démarches-là et ils feront ces démarches et plus tard, vous allez voir, à l'arrivée, on sera comme en 2019, en 2020, en 2021 et comme le dit l'autre, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Vigile Awanser, refuser de participer à l'audit n'est-il pas une manière de compromettre la transparence et la crédibilité des élections? Mais c'est la stratégie du dilatoire. Paul-Marie Ouesso l'a signifié tantôt, c'est la stratégie du dilatoire, c'est pour faire perdre le temps. Et il ne pouvait en être autrement, je l'avais dit au départ. Et donc, c'est aux démocrates, ou du moins au cas de concertation, qui revient de sortir la réponse qu'elle avait prévue. Je sais que la tournée doit continuer. Aujourd'hui, ils doivent être au parti Moël Bénin, peut-être chez le Bloc républicain également. C'est pour la semaine prochaine chez le Bloc républicain. Ben, dans tous les cas, aujourd'hui, à 15h, c'est le tour du parti Moël Bénin, donc de les accueillir. Donc, c'est après tout cela, n'est-ce pas, qu'ils vont sans doute apporter de réponses selon ce qu'ils auront recueilli, n'est-ce pas, comme disons avis sur le terrain, position des uns et des autres. Je voudrais rapidement clarifier par rapport à ce que disait Paul-Marie Ouesso. Les critiques envers l'opposition, c'est naturel, c'est normal, et on n'est pas en compétition de qui critique mieux l'opposition que l'autre, mais je suis pas sûr que Paul-Marie Ouesso critique autant l'opposition que moi, sauf que sur certains sujets. Les sujets, il a reconnu que depuis 8 ans, il y a comme un système, n'est-ce pas, qui est mis en place, qui nie la démocratie. Enfin, c'est moi qui ajoute ça. Peut-être, sans doute, c'est son avis également, qui nie la démocratie. On est dans le déni, n'est-ce pas, de la démocratie, des droits humains et tout le reste. Et donc, quand ce système se déroule et qu'on a en face des gens qui n'apportent pas la réponse, disons, légitime pour contrer le système ou, disons, les aléas du système, bon, entre les tirs sur ceux qui n'ont pas les capacités, les moyens de contrer les aléas du système et, disons, les ingénieurs du système, qui est le plus fautif? Pour moi, quand le débat se pose sur le système, sur les méfaits du système, il est une faute également de beaucoup plus tirer, n'est-ce pas, sur disons, les éclopés de l'opposition, que de tirer sur ceux qui sont, pour moi, la faute elle-même, la faute, je dis bien la faute, et pas même les auteurs de la faute, c'est les ingénieurs du système. Voyez-vous? Donc, mais Vigile, on ne tire pas sur l'opposition en leur disant qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ah, mais je n'ai pas compris. C'est-à-dire que ce que nous disons aujourd'hui, les critiques que nous formulons aujourd'hui, ce n'est pas tirer sur eux. Tirer sur eux, c'est de les clouer avec des choses comme quoi ils sont incapables. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est de leur dire, vous laissez le chemin sur lequel vous êtes parce que ce n'est pas productif. Il faut aller sur un autre chemin où c'est productif. Donc nous ne tirons pas encore sur eux aujourd'hui. D'accord, mais c'est votre point de vue. J'ai dit tantôt que sans doute c'est un sujet à tension. Et le moment venu, ceux qui vont arbitrer, ou même les populations, même l'opinion tout court, même les Béninois tout court, vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, mais pourquoi même ils n'ont pas associé les gens? On leur ferait ce procès-là. Et associer les gens, aller vers l'UP, le renouveau, aller vers les partis, les autres partis, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le problème, ce serait quand ils n'auraient pas prévu une réponse à cela. Parce que c'est évident que ces gens ne sont pas tout à fait, c'est pas une insulte, autonomes par rapport à leur réponse. Et ça s'est déjà vu plusieurs fois. Donc, pour moi,
il commencerait à être un problème lorsqu'il n'aurait pas de réponse à cela. Et je vais vous dire les choses tout nettes. Moi, je crois qu'il faut travailler en principe à construire le rapport de force. Et les opposants ne sont pas encore tout à fait, peut-être qu'ils l'ont dans leur gibecière, mais ils ne sont pas encore dans ce dispositif, mais ils viennent juste de commencer. Le cadre de concertation vient juste de commencer parce que ils ont quand même certains atouts. Avant eux, il y a eu beaucoup d'entités, le clergé catholique, bien d'autres, les organisations de la société civile et les Béninois en général qui disent que ce code-là en l'état est porteur de crise, est porteur d'autres violences pour les élections à venir. Donc, je pense qu'au-delà même des partis politiques, ils devraient pouvoir aller voir comment rallier ces autres-là. Donc, ils viennent juste de commencer. C'est pas encore une perte de temps, de mon point de vue. Et, n'est-ce pas, construire ce rapport de force qui devrait même aller jusqu'à exiger, moi je le dis tout net, à travers des manifestations, parce que le Bénin n'appartient pas à un groupuscule qui, au nom des lois, comme dit l'autre qu'on a jeté en prison, au nom d'un certain légicentrisme, n'est-ce pas, fait tout et rien à la fois. Donc, moi je pense que il faudrait, avec le temps, petit à petit, construire ce rapport de force-là. Et certainement, c'est sur ce chemin qu'ils sont. Parce que si ils vont voir ces partis qui leur disent ce qu'ils leur disent là, non, nous on ne veut pas. Et je crois, j'insiste là-dessus, il faut faire un distinguo entre le fichier électoral et le code électoral. Pour moi, cela va du bon sens que le fichier électoral soit audité et sans doute il va être audité. Dans quel pays on va à une élection, une partie dit je n'ai pas confiance, surtout dans le contexte béninois où tout l'appareil jusqu'au fichier est contrôlé par un seul camp. Et l'autre camp dit, OK, on accepte, on n'impose plus, nous on veut tel nombre à la Cour constitutionnelle, on veut entrer à la Sénat, tout le reste. D'accord, on va faire avec les existants. Mais au moins on va auditer le fichier électoral. Ils vont s'opposer à cela. Et comment ils peuvent s'opposer à ça? Ce n'est pas possible. Cela ne s'entend pas. Voyez-vous? Bon. Maintenant, le code électoral. Ça, ils ne pourront pas l'imposer sans avoir fait cette démarche-là. C'est justement ça. Le code électoral ne pourront pas bouger les choses sans avoir, puisque c'est la réponse institutionnellement passe par ces gens, puisque arithmétiquement, ce sont les députés donc de l'EP Le Renouveau et du Bloc républicain qui ont la majorité. Après, quand ils ne voudront pas céder, ben, la politique peut et souvent quitte, n'est-ce pas, le Parlement pour d'autres tribunes. Et ça se construit également. Pour moi, ils ne sont qu'au début, n'est-ce pas, de ces stratégies-là. Et il serait trop tôt de les juger, de commencer ou de continuer à les flageller. Je parle encore à Paul-Marie Ouessou. Marcel Zoumenou, et si FCBE aussi faisait le même jeu que l'Union progressiste, le Renouveau? Je ne sais pas pourquoi tu poses la question sur les FCBE. Bon, moi, j'ai mon opinion sur ce parti. Je fais partie de ceux qui disent tout le temps que c'est un parti qui fait une opposition jaune. Et donc, moi, je considère souvent ce parti comme un perturbateur de l'opposition réelle. Mais ceci dit, c'est vrai, j'ai entendu Vigile tout à l'heure dire que oui, ils doivent continuer la tournée. Bon, peut-être c'est pour dire au peuple, vous voyez, nous avons raison. Sinon, en matière d'efficacité et de pragmatisme politique, ça n'apportera rien. On sait à peu près ce que les autres partis de la mouvance vont dire. Hein. Ce sera à peu près la même chose, mais peut-être nuancé, bien que le problème posé soit fondé. Et je crois que, comme l'a dit Paul-Marie Ouessou, il faut trouver une stratégie un peu qui est un peu au milieu et qui puisse leur permettre de soumettre le sujet aux autres partis. Oui, encore que moi je ne trouve pas l'opportunité de le faire, mais d'aller très vite. Parce que en réalité, quand on regarde très bien le calendrier électoral, on se rend compte que nous n'avons qu'un an. Hein. Nous n'avons qu'un an. Moins d'un an. Pour faire tout ça. Moins d'un an pour faire tout ça. Et nous savons très bien que on ne peut pas toucher au code électoral 6 mois avant les élections. Et donc,
je ne sais pas, à partir de juillet 2025 ou août 2025, ce serait impossible de toucher au code électoral. Mais si déjà le fichier électoral leur perd tout le temps, et puis ils vont aller de bavardage en bavardage, de réunion en réunion, après ils vont repartir peut-être voir le ministre pour faire le point, tout ça. Bon, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que on les a orientés sur ce chemin pour leur faire perdre de temps, bien que ce qu'ils revendiquent soit fondé. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, au regard du contexte, si nous supposons que celui qui contrôle la machine électorale contrôle l'élection, c'est que il vaut mieux demander à l'opposition de ne pas aller à cette élection. Le fichier électoral, vous n'avez pas votre droit de regard là-dessus. Vous demandez à voir ce qui se passe là-bas et déjà les premières réponses ne sont pas rassurantes. Toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections sont contrôlées à 100% par le pouvoir, que ce soit la CEDOA, que ce soit la Cour constitutionnelle. Bon, sans oublier qu'aujourd'hui, les médias publics, avec la décision à la SRTB où c'est de la présidente de la République que les sujets qui doivent passer dans le journal télévisé sont choisis, tout le tableau est verrouillé. Mais comment faire pour déverrouiller les choses et avoir trouvé un brin? Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut continuer la réflexion. Moi, je ne pense pas que que ça soit efficace, cette solution de se balader pour poser le problème. Même si à la fin, ils peuvent opposer ça au peuple pour dire, mais nous avons montré notre bonne foi. Mais en politique, la bonne foi seule ne suffit pas toujours. Et donc, pour moi, il faut aller plus vite, trouver un mécanisme pour aller plus vite, afin que le vrai sujet qui va revenir, le sujet de la relecture du code électoral, qu'on puisse avoir le temps de faire ce débat-là et d'aller réellement aux corrections. Paul-Marie Wessou, pour d'autres observateurs, l'opposition, le cadre de concertation aurait dû positionner le code électoral, la relecture plutôt du code électoral en premier lieu, au lieu de positionner le fichier électoral. Bon, je crois que il faut quand même faire la part des choses. La relecture du code électoral, me semble-t-il, n'est pas une priorité pour la mouvance et surtout pour le président de la République. C'est pas une priorité. Et donc, il s'agira là également d'aller taper à une porte ou bien de défoncer une porte qui est ouverte et donc de perdre son temps. Pour moi, il y a bien de choses sur lesquelles il faut tourner le regard maintenant et travailler. Et je vais vous énumérer quelques-unes. Les abstentions aux différentes élections que nous avons eues, vous savez que les abstentions sont source d'énormes fraudes. Et donc, il faut tout faire pour que les 62% de Béninois qui n'ont pas voté les dernières fois puissent voter. Quelle est la stratégie que l'opposition a en place pour mobiliser 62% de Béninois qui ne votent pas à aller voter? Et pourquoi ces Béninois ne votent pas? Vous savez que lorsque nous approchons les élections, ça devient de la violence, ça devient violent, et le discours est musclé, devient violent, et donc chacun se dit, ils n'ont qu'à faire leurs choses. Et vous comprenez? Alors, comment faire de sorte que nous allions vers une élection sans un discours musclé et faire de sorte que nous puissions mobiliser 62% de Béninois à sortir pour aller voter? 62, oui, parce que si nous ne mobilisons même que ces 62 qui n'ont pas voté les dernières fois, vous voyez ce que ça fait le double de ceux qui ont voté les autres fois. Donc, pour moi, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail à faire, mais je ne vois encore rien se faire à ce niveau. Et pour moi, c'est ça le problème. Deuxième chose importante sur laquelle il faut porter le regard, la sécurisation du vote. C'est-à-dire, aujourd'hui, face aux lois que nous avons et face au risque qu'on se retrouve encore sans procès verbal, qu'est-ce qu'on met en place qui fait qu'on arrive à avoir les procès verbaux à la fin du scrutin? C'est ça la préoccupation majeure. Troisième chose que je peux encore énumérer, c'est la déviation des candidats. Vous savez que nous finissons par
l'opposition finit toujours par s'enliser dans des débats, des querelles internes, qui va être ci, qui va être ça, et c'est ça qui les préoccupe, alors que les autres ont déjà une machine en place, tout est huilé, on sait qui va être quoi et qui va faire quoi. On va encore faire les élections, on ne dit encore rien, et bientôt on aura ce combat à faire, on va s'enliser là-dedans, et on se préoccupera plus des autres choses. Quatrième chose, quel est le projet de société? Et ça, je pose la question à Vigile, puisqu'il veut qu'on ne tape pas sur l'opposition. Alors, quand on parle de certains sujets, ne pas taper systématiquement sur l'opposition, pourquoi pas, mais quand on parle de certains sujets, il ne peut pas être plus grave, il ne peut pas être plus frappé que les auteurs de ces fautes qu'on décrit. Non, bon, d'accord. Maintenant, quel est le projet de société du Parti Les Démocrates? Parce que un parti se définit par son programme et va à la conquête de l'électorat avec son programme et s'impose avec son programme. Quel est le projet de société du Parti Les Démocrates? En dehors de ce que moi j'entends tous les jours, il faut sortir ceux qui sont en prison, il faut laisser ceux qui sont à l'extérieur rentrer. En dehors de ça, quel est le projet de société de choses là? Donc voilà des choses concrètes sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas perdre de temps à aller se promener. Si vous voulez vous promener, c'est une bonne chose, mais il faut d'abord se préoccuper de ça là. Encore une autre chose que je peux mettre comment on l'appelle, dans le panier, donc des choses pour moi plus importantes que tout ce qu'ils sont en train de faire là. Quel est le message électoral? Quelle est la communication politique? Quelle est la stratégie de communication politique qu'ils ont en place pour qu'ils puissent effectivement, comme on l'a dit déjà, mobiliser les 62% et mobiliser ceux qui ont pu voter pour eux jusque-là. Ensuite, quelle est la stratégie lorsque les résultats qui sont proclamés ne sont pas les résultats qui sont sur les procès-verbaux? Tant qu'on a eu une stratégie pour pouvoir avoir les procès-verbaux, quand les résultats ne seront pas ça, quelle est la stratégie, quelle est la réplique? Voilà les choses sur lesquelles moi je pense qu'il faut travailler. Et qu'il faut pas aller perdre son temps dans des inutilités où on vous fait un discours. Vous avez vu le discours du communiqué qui a fait la leçon aux démocrates comme s'ils sont ignorants et ils courent dans leur ignorance vers des choses qui n'existent pas. Donc moi je pense qu'il est nécessaire de ne pas se lancer dans ces promenades et de se concentrer sur des choses qui permettent d'être. Il y a rien à prouver à la population en disant demain voici notre. Rien du tout. Depuis 2019, 2020, quelle bonne fois vous avez prouvé ça, c'est lié à quoi? C'est ça le problème. Pour moi, donc, il n'est pas question, il n'est pas nécessaire, d'aller dire on fait des concertations. Il faut il faut s'asseoir, réfléchir et qu'on commence à voir les actions. Parce que voir les actions, pour moi, il faut entrer dans un processus de désignation de candidats pour que ça ne s'enlise pas, pour que ça ne dure pas, pour que ça ne perturbe pas le regard que l'électeur porte sur le parti. C'est très, très fondamental pour moi et c'est plus important que ce qu'on dit. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas auditer le fichier, ce qu'on appelle le fichier électoral, ou bien si c'est la liste électorale informatisée est extraite. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais pour moi, c'est-à-dire dans toute l'équation, ça fait un millionième, de choses à faire. Vigile Awanseh, vous observez également d'autres acteurs de la société qui demandent que ce cadre positionne le code électoral comme revendication primaire. Non, je pense que c'est vous qui n'avez pas bien suivi. Quand ils sont allés voir l'Union progressiste, le renouveau, ils ont bien posé deux sujets, le code électoral et la relecture du code électoral et l'audit du fichier électoral. Mais on les voit plus à cheval sur l'audit du fichier électoral. Non, c'est votre position. C'est votre position qui fait voir ça. Moi, je ne pense pas. Quand vous avez entendu le 10 novembre dernier, à leur sortie, ils ont énuméré bien les deux sujets. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème de hiérarchie. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Vous savez, ce que dit Paul-Marie Wessou n'est pas dénué de sens, mais c'est dans une situation normale, n'est-ce pas, qu'on peut légitimement faire la querelle de où est votre projet de société.
Voilà un contexte où on ne sait même pas dans quelles conditions les élections vont se dérouler. Parce que, eh bien, si les conditions ne sont pas bien définies, comme disait Marcel, autant ne même pas se présenter aux élections. Parce que c'est gagné d'avance. Vous voyez, donc, il faut déjà pouvoir résoudre ça. Donc, le contexte ne permet même pas de dire où est votre projet de société. Et ça, encore une fois, je dis, c'est diffus dans l'opinion. Et vous entendez chaque fois, on dit, mais ils disent ceci, les exilés n'ont qu'à rentrer, les prisonniers n'ont qu'à sortir de prison, et ceci, c'est où se trouve le projet de société. Et si vous faites bien attention, je demande à Paul-Marie Wessou de faire très attention, ceux qui disent ça, le plus, c'est encore eux. C'est eux qui répandent ça dans l'opinion. Quand il dit eux, ce sont donc leurs vis-à-vis, les vis-à-vis des opposants qui le disent et qui répandent ça dans l'opinion. Oui, mais Vigile, faut pas faire abstraction de ça. C'est-à-dire qu'on peut pas, je sais pas, on peut pas disculper l'opposition sur ça et dire, mais faites tout ce qui vous reste. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils peuvent même pas exister en tant que parti sans. Alors comment ils mobilisent on dit la même chose. Parce qu'après avoir couru, il faut maintenant mobiliser les électeurs. Oui, mais Paul-Marie Wessou, nous disons la même chose. Ce qui va être plus audible aujourd'hui, et c'est légitime que ce soit ça qu'on entende plus, c'est dans quelles conditions on va aux élections. C'est si les conditions sont normales, qu'on dirait, bon, voilà ce que moi je m'en vais faire, voilà ce que je propose comme alternative, mais sans doute, il est normal que ce qui est audible, c'est est-ce que les élections là vont même avoir lieu, dans quelles conditions ça va avoir lieu, ou bien nous allons y aller pour servir de faire valoir seulement. Mais Vigile, c'est vraiment pas, je ne sais pas, hein, les élections auront lieu. Quel que soit ce que vous dites, vous pensez les élections auront lieu. Ça, ce n'est pas du tout un problème. C'est de votre côté. Est-ce que vous voulez participer ou pas? Maintenant, sous quelles conditions vous participez, ça, c'est votre problème. C'est ça ce qui est en place depuis 2016, Vigile. On ne peut pas changer ça. Maintenant, comment nous comptons ça? C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. On ne peut pas dire les conditions des élections. Les conditions des élections depuis 2016 n'ont jamais été correctes. Et tout le monde le sait. Ceux qui même l'organisent le savent et ils sont conscients de ça. Ils ne veulent pas le faire autrement. Et donc, comment vous voulez maintenant vous attaquer à ça et maintenant dire après, non, c'est pas possible. C'est maintenant, il faut parler de son projet de société. Comment, ce que le président Talon fait, comme on dit, il travaille, on dit, il fait ceci, là, ce qu'il fait, là, à quoi ça rime? Qu'est-ce que ça nous coûte? C'est ça qui va convaincre les gens. Parce que si les gens ne sortent pas, Vigile, on va tamponner un député va tamponner 12 carnets de bulletins de vote et va dire moi je l'ai fait et personne ne l'attaquera. Donc les conditions nous les connaissons déjà. Maintenant comment nous allons dans ces conditions et malgré ces conditions nous gagnons? Moi je pense que ce qui arrive au Bénin, on passerait toujours à côté quand on va toujours penser que c'est le problème de l'opposition. Qu'ils trouvent la solution. C'est eux les opposants. Et vous entendez ça également, hein? C'est eux qui vont jouir de leur position demain s'ils gagnent les élections, tout le reste. Alors que tout le mal qui est fait au pays, et vous voyez, à travers la gouvernance, quand vous prenez tous les secteurs, tous les aspects de vie, les gens qui sont impactés alors qu'ils n'ont rien à voir avec la vie politique, ils n'ont pas de position politique, tout le reste. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir prendre conscience, faire prendre conscience aux Béninois de ce que, eh bien, la vie politique, les décisions politiques peuvent vous impacter même dans votre fin village où vous n'avez rien à voir avec la politique, vous n'avez jamais vu Patrice Talon, même jamais à la télévision, n'est-ce pas? Et pouvoir intéresser les Béninois. Et fondamentalement pour moi aujourd'hui, l'une des pistes de solutions pour les démocrates et sur lesquelles je les entends pas s'aventurer, c'est comment désintoxiquer les Béninois de la peur. Comment désintoxiquer les Béninois de la peur, les amener à comprendre que la politique, c'est pas seulement le jeu des acteurs politiques. La politique, c'est eux. En fait, au-delà de la politique, il faut parler de citoyenneté. Au-delà de la politique, il faut se questionner sur ce que le pays est devenu, sur, disons, ce qu'ils ont expérimenté depuis que les lois, n'est-ce pas,
notre démocratie semble être prise en otage par la rupture qui a littéralement, n'est-ce pas, tout changé, a changé le fonctionnement. Est-ce que cela devrait pouvoir continuer? Est-ce que cela devrait pouvoir être de règle? Est-ce que les Béninois devraient pouvoir continuer à rester dans cette peur, mourir un à un de cette peur-là? Moi, je crois que rien que ça, c'est déjà un projet de société avant même, n'est-ce pas, d'envisager les autres aspects. Et c'est le contexte, encore une fois, qui l'impose. Marcel Zoumeno, vous pensez que les élections auront lieu, quoi qu'il advienne, malgré la demande d'une relecture du code électoral? Oui, ça ne changera pas grand-chose, ça ne changera rien à l'agenda électoral du pouvoir. Quel que soit ce qu'on fait, oui, les gens vont... Puisque tout ce qui peut être fait a été déjà fait. On a déjà assisté à une élection où l'opposition a été totalement écartée. Et les gens ont trouvé des arguments pour dire oui, c'est les lois, et ils n'ont pas voulu se conformer. Vous avez vu dans le communiqué de l'UPR hier, le même fond qui est revenu. Oui, les tests n'ont pas dit tel mot, oui, ce mot-là n'existe pas. C'est du juridisme et c'est dans un contexte politique, c'est du pédantisme inutile. On n'en a pas besoin. Ils savent très bien qu'il y a un problème autour du fichier électoral posé par un député BR. Et les problèmes se résument en deux gros problèmes. Un, il y a sur le fichier des gens qui ne devraient pas s'y retrouver, des morts et des étrangers. Et deux, certains qui sont sur le fichier, mais dont on a déplacé les bureaux de vote à des kilomètres. Et ça, c'est un député de la mouvance qui a posé ces problèmes. Et donc, c'est un problème qui existe. Mais au-delà de ça, le combat pour 2020-2026, si ça doit être un combat pour l'opposition, moi je crois que normalement, le code électoral doit être prioritaire. Et pour répondre à une question antérieure que tu avais posée, les gens disent, ceux qui disent que oui, on devait poser le débat du code électoral en premier au détriment du fichier électoral, c'est peut-être qu'ils n'ont pas suivi les choses telles qu'elles se sont passées. Je rappelle que le débat sur le fichier électoral est né à partir d'un accord obtenu avec le chef de l'État il y a environ un an, après une audience accordée aux démocrates. Le 27 novembre 2023. Le processus et de correction, d'audit du fichier électoral, quand en mars dernier, et après avoir échoué à une énième tentative de révision de la Constitution, le pouvoir maintenant a corsé à faire voter un autre code qui est plus corsé que l'autre code qui était déjà contesté. Et donc, le débat sur la relecture du code électoral, qui est un vieux débat, est revenu avec acuité. Et on a vu l'Église catholique à travers le monolithe des cadres qui a fait un colloque, comme beaucoup d'autres confessions, ONG, ont demandé à ce que ce code électoral soit corrigé pour qu'on ait tout au moins pour la première fois depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, des élections libres, transparentes et surtout pacifiques. Et ça, c'est le débat. Donc, je crois que ceux qui accusent l'opposition sur ça n'ont pas forcément bien suivi les choses. Moi, je crois au-delà de tout que ce qu'il faut faire, il ne me paraît pas urgent pour le moment d'aborder des questions comme comment vous appelez, programme d'action de l'opposition. Je crois qu'ils ne sont pas pour autant des idiots, ils sont en train de réfléchir à ces questions. Mais en l'étape actuelle des choses, je crois qu'il y a plus préoccupant que le programme d'action. Pour la sécurisation des votes, je crois qu'ils ne sont pas idiots qui sont en train de penser à cela au regard de ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives. Ils ne peuvent plus aller quand même aux prochaines élections sans être sûrs de sécuriser leur vote. Je crois qu'il réfléchit à ces choses. Peut-être que ça ne se retrouve pas sur la place publique, ces genres de débats, mais qu'il doit avoir des groupes qui sont en train de réfléchir à cela dans le parti. Ce que nous, citoyens, nous, journalistes, je pense que nous devons faire, c'est de faire en sorte que l'opposition puisse trouver, de faire des débats d'idées comme nous sommes en train de faire, pour que l'opposition puisse trouver au moins la possibilité
d'infléchir un peu les positions tranchées qu'on observe aujourd'hui un peu partout dans la mouvance. Puisque effectivement, ces problèmes n'existaient pas. Et ça, je rejoins Vigile, ces problèmes n'existaient pas. C'est la mouvance actuelle, c'est le pouvoir actuel qui nous a amené tous ces problèmes. On avait, jusqu'en 2016, le code électoral de 2013. Ce code électoral, c'est un code formidable. Vous allez lire, moi je l'ai toujours, je le lis, c'est un code formidable. Et c'est ce code qui a permis à Patrice Talon de gagner les élections alors qu'il n'avait pas... il n'avait personne, en tout cas pas grand monde dans les structures chargées de l'organisation des élections. Et donc, si on ne peut pas revenir au code électoral de 2013, comme certains le revendiquent, mais tout au moins qu'on ait un code qui permet au moins qu'on ait des élections transparentes et pluralistes, que tous les partis qui ont envie d'avoir de candidats puissent l'avoir et qu'il n'y ait pas des conditions de 15%, 20%, 30% qui donnent l'impression qu'en réalité ce n'est plus une élection mais c'est une formalité. Mais Marcel Zoumano, vous pensez que ça va arriver si déjà la Cour constitutionnelle explique le code électoral à la Sénat? Oui, c'est ça qui m'a amené moi, nous, à Journal Le Patriote, à écrire un article d'analyse pour dire que la Cour constitutionnelle va vite en besoin. Et ça, je le disais au début de notre émission en disant que j'ai l'impression qu'il y a un agenda caché et que même tout ce que le cadre de concertation de l'opposition est en train de faire aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est né de la rencontre avec le ministre de la Justice et qu'on veut les envoyer sur une piste pour les perdre du temps, alors que de l'autre côté, on accélère là pour montrer que rien n'est plus possible pour la relecture du code. Je crois avoir entendu, si ce n'est pas Vigile ou bien si ce n'est pas Paul-Marie Wessou qui semble dire que la porte est fermée. Non, aucune porte n'est fermée. Je crois que le débat sur la relecture du code, tout le premier semestre de 2025 doit être consacré à cela. Que ce soit médias, que ce soit acteurs politiques, que ce soit journalistes, nous devons consacrer le premier semestre de 2025 à la relecture du code. Parce que demain, quand il y aura des problèmes là, les acteurs qui nous amènent les problèmes, ils ont la possibilité de prendre des avions de parti. Mais c'est nos frères, c'est nous-mêmes qui allons en partie. Et donc, ça doit être une priorité pour tous les Béninois. On ne peut pas accepter que le code soit taillé sur mesure et que ça soit uniquement la volonté du chef de l'État. Et je crois qu'à la conférence nationale, nous avons dit qu'on ne veut plus le pouvoir d'une seule personne et la constitution du Bénin l'a dit noir sur blanc que on ne peut plus accepter un pouvoir d'une seule personne contre la volonté populaire. Et donc, ce n'est pas ce que Patrice Talon veut qu'on doit mettre dans le code. On doit aller, je ne sais pas si c'est l'affrontement, mais au débat pour obliger le système à accepter la relecture du code avant d'aller aux élections. Je crois que c'est le plus important à faire aujourd'hui. Et quand on aura fini avec ça, tous les autres problèmes qu'on agisse aujourd'hui peuvent être réglés plus facilement. Paul-Marie Wessou, on va sortir de ce studio par vous. Dites-nous, est-ce que la porte est vraiment fermée pour la relecture du code électoral? Bon, je constate que Marcel et Vigile sont d'accord pour dire que c'est la question la plus importante dont il faut s'occuper maintenant. Et moi, je vais rappeler à Marcel que et lui et moi, en 2020, en 2021, avons longtemps espéré, puisqu'il dit que les membres, les partis de l'opposition, le parti de l'opposition, les démocrates, il dit que ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas ceci, et qu'ils réfléchissent à ça. Mais je vais lui rappeler que en 2021, lui et moi, sur Sika TV, on a eu beaucoup de débats où on espérait, on attendait quelque chose qui va se produire. Et ça ne s'est jamais produit. Jamais. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'asseoir encore et attendre et espérer que quelque chose se produise de leur part. Ça, c'est un. Deux. Comment les élections au Sénégal ont été gagnées? Les élections au Sénégal ont été gagnées parce que Macky Sall ne faisait pas vraiment grand chose de différent, de ce que
Patrice Talon fait à la tête du Bénin en ce moment. Mais l'élection au Sénégal a été gagnée parce qu'il y a eu un projet, ça c'est fondamental, dans lequel se retrouvait le peuple. Ensuite, il y a eu un leader qui a porté ce projet. Et ce leader est allé à la rencontre de la machine qui est en place. Ce leader a testé la machine. Ce leader s'est confronté à la machine, quitte à aller se retrouver en prison. Et c'est ça qui a fini par donner le résultat que nous avons eu au Sénégal. Il ne faut pas l'oublier et dire on va vider la discussion du programme, vider la discussion de la question du leadership. Et maintenant, on va attendre bonnement et s'asseoir, comme Marcel et moi l'a fait en 2020-2021. Et puis un jour, on verra émerger brutalement. Donc un leader verra brutalement émerger un programme. Ce n'est pas possible. Et ça, on l'a déjà vécu. Ce n'est pas des choses nouvelles sur lesquelles on doit encore discuter. Et ça, le dire, ce n'est pas critiquer l'opposition, c'est de leur dire, là on se trouve les trous qu'eux-mêmes créent. Ils ont des trous, il faut leur dire qu'il y a des trous. Et ces trous-là, c'est dans ces trous qui vont les enfoncer au moment opportun. Deuxième chose que je voulais dire, c'est comment désintoxiquer le Bénin de la peur. Quand vous n'avez pas un leadership, vous n'avez pas un leader qui lui affronte la machine qui crée la peur. Vous n'avez personne qui l'affronte de façon frontale. Et vous voulez que maintenant, moi, citoyen lambda, moi je dise que bon, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que les problèmes que l'opposition a, je le réitère, c'est le problème de leadership, c'est le problème de projet de société, un projet de société dans lequel les Béninois peuvent se retrouver et dire oui, nous pouvons aller de l'avant avec ce projet et nous soutenons ce leader parce qu'il est capable de nous amener à la île est complètement inutile à la date d'aujourd'hui de s'asseoir et de se plaindre de ce que Patrice Talon ou comment on appelle l'équipe dirigeante fait ci ou fait ça. Mais ça dure depuis 8 ans. Mais ça ne sert à rien. Et pourquoi on doit continuer de faire ça? Moi, je comprends pas. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler du code électoral. Je l'ai déjà dit. Il faut parler du code électoral, mais il s'agit de mettre en place les outils, les instruments et tout ce qu'il faut pour aller en face du système qui est en place. Et quand on n'a pas fait ça, et dire après que c'est quelqu'un qui a mis quelque chose, est-ce que comment on appelle, vous avez vu le président Patrice Talon se plaindre parce qu'il y a eu une élection où, comment on appelle, il y a eu des morts et pourtant on a quand même des résultats. Même quand il n'y avait pas d'élection dans des zones, on a donné des députés à ces zones. De quoi nous parlons, quoi? On ne peut pas continuer de penser avec autant de trous dans nos raisonnements. Il faut y aller avec les moyens. Et les moyens aujourd'hui, c'est un projet de société, c'est un leadership qui est engagé, qui va en face de la machine qui est en place. Et moi, je ne vois pas ça. Je vois Yahi Boni aller de contrée en contrée avec du monde qui le suit. Ça ne gagne pas une élection dans le contexte que nous avons. Et je pense qu'il est important de se mettre au pas. Il n'est pas question de s'enliser dans des débats inutiles. Dans les débats qu'on sait déjà que ça n'aboutiront, on sait déjà que ces débats n'aboutiront à rien. Les débats sur le code. Tant que le président Patrice Talon voudra que le code soit ce que vous avez là, ce sera comme ça. Le clergé peut se plaindre. Quand on lui donnera l'autorisation de la télévision, bon, il va amollir son discours. Celui-ci peut se plaindre, celui-ci peut se plaindre. Ça ne donnera pas grand-chose. Il faut aller avec les moyens nécessaires. Affronter la machine qui est en place avec un leadership déterminé, derrière lequel il y a un programme et derrière lequel tout le monde se range. Merci à vous, Paul-Marie Wissou, Vigile Awansey et Marcel Zoumenou. Que dit la presse? C'est fini. Si vous voulez qu'on finisse là-dessus, moi je dirais rapidement, moi je crois qu'il faut faire attention à certains éléments de langage. Sinon, vous avez regretté qu'on ait eu un faible taux de participation, mais vous allez creuser ça davantage. Vous allez creuser ça davantage, vous allez sauter le moral de ceux-là qui sont au front et qui se battent, n'est-ce pas, à reconstituer ce que vous pensez qu'ils ne pourront jamais reconquérir. Et donc, autant aller se faire une hâte chacun chez soi et dormir tranquille.
et attendre ce que le grand passe vous cherchez ou que la nature vous sauve. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Mais bon, on est à la fin de l'émission. Oui, Voilà. que dit la presse?